27 et les impacts. On va commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire que nous vous proposons sur le décryptage de la PAC 2023-2027 pour en comprendre les enjeux et vous aider à en anticiper les conséquences sur vos exploitations. Pour rappel, cette PAC est encore provisoire. Nous sommes encore dans les phases de négociation, donc toutes les données que nous allons vous présenter sont des données provisoires. Pour l'instant, nous en sommes au stade où la France a présenté son projet à Bruxelles. Bruxelles se laisse quelques mois pour examiner les copies et en faire un retour, donc il n'est pas du tout improbable que des choses évoluent. Par contre, il nous semblait délicat d'attendre la fin des négociations pour vous en présenter les impacts, dans la mesure où vous verrez que des conséquences sont à anticiper sur les assolements et donc vous aurez besoin d'avoir ces orientations stratégiques dès l'été 2022 pour vos commandes de semences. Donc, il est très probable que vous ayez des décisions à prendre sur vos exploitations avant même que les arbitrages soient rendus et que tout soit définitivement acté. Nous vous informons que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement. Nous vous proposerons de pouvoir le revisionner sur le site de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Nous allons découper le webinaire en petites parties sur les différents points que nous allons évoquer sur la PAC pour que chacun puisse le retrouver. Nous vous invitons à éteindre vos micros. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Une personne suit le chat en direct et y répond directement. Vous aurez également, à la fin du webinaire, la possibilité de poser vos questions par oral et nous reprendrons également les grands éléments qui ont été vus dans le chat. Nous allons faire cette présentation à l'échelle des chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Donc, je me présente Pascal Nampon, responsable du service stratégie et prospective pour la chambre régionale. Vous aurez l'intervention de Céline Bustani, ma collègue du Nord-Pas-de-Calais, de Philippe Billat, mon collègue de l'Oise, et de Maryse Magnier, ma collègue de la Somme. L'ensemble de ces personnes sont susceptibles de répondre aux questions que vous vous posez dans vos départements et de vous accompagner sur cette PAC 2023. Entrons dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, les négociations sont en cours. Bien entendu, le règlement, le socle, est basé sur le règlement européen qui s'est décidé en trilogue entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. Et ces trilogues ont été particulièrement longs. La France a transmis, comme convenu, sa copie du plan stratégique national au 31/12/2021. Les partis à l'Europe espérons que la présidence française de la Commission européenne nous donne un œil favorable sur cette copie, mais elle peut être chamboulée d'autant plus dans le contexte d'incertitude géopolitique que nous connaissons. Il est probable que ça puisse avoir des impacts, mais nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de ces modifications sur notre site internet et par mise à jour également de ces visios. Donc, l'Europe est en train d'examiner notre copie. Elle aurait dû rendre réponse avant l'été. Seulement, certains pays ont rendu leur copie en retard, comme la Belgique et l'Allemagne. Donc, l'Europe annonce déjà des retards dans le visionnement de sa copie. Voilà, donc sans incertitude pour le rendu final et la date d'échéance finale. Ces discussions se passent également au niveau régional, puisque le Conseil régional reste autorité de gestion de toutes les mesures non surfaciques. Donc, en parallèle, nous discutons avec le Conseil régional sur l'aide aux jeunes agriculteurs du second pilier, sur les aides à l'investissement du second pilier. Ce ne sont pas des points que nous allons revoir dans le détail lors de cette présentation, mais quand les discussions seront arrivées à échéance, vous aurez bien entendu le retour de ce que deviendra ces aides, de ce que deviendront ces aides en 2023. Comment est constitué notre premier pilier? Vous en connaissez la structure. Vos aides sont composées d'un paiement de base appelé le DPB, donc le droit à paiement de base. Vous aviez les DPU avant 2014 qui se sont transformés en DPB. Ces DPB vont se transformer en DPB nouveaux. Vous aviez un paiement vert qui était proportionnel à ce DPB, qui représentait 70% de la valeur du DPB. Ce paiement vert disparaît dans la PAC 2023.
Le paiement redistributif qui est versé sur les 52 premiers hectares, nous aurions pu imaginer qu'il allait augmenter suite au dernier recensement qui amène la moyenne de la ferme France plutôt à 63 hectares, mais il sera maintenu sur les 62 premiers hectares, donc à peu près constant par rapport à ce que vous connaissez actuellement. Le paiement aux jeunes agriculteurs, sur quoi le gouvernement s'est engagé à donner un coup de pouce et qui a monté à l'équivalent de 3% de ces aides du premier pilier. La moitié seront reversées via le premier pilier et l'autre moitié via le second pilier, donc des arbitrages régionaux sur cette deuxième moitié. Les aides couplées qui vont être refondues pour laisser une part plus importante aux aides couplées végétales et donc une légère diminution pour les aides couplées animales, mais surtout les aides laitières et les aides allaitantes qui sont refondues en une aide unique à l'UGB. Nous allons le revoir dans le détail. Donc, nous l'avons dit, le paiement vert disparaît. Par contre, les règles du paiement vert ne disparaissent pas. Pour la plupart, elles vont se retrouver parfois sous forme modifiée dans le socle de la conditionnalité, c'est-à-dire que ça fait partie des règles que vous devrez respecter pour percevoir l'intégralité de vos aides de la PAC. Et par contre, ce paiement vert est remplacé désormais par un éco-régime qui est nouveau et dont il va falloir appréhender les règles et anticiper les règles sur vos exploitations pour éviter de perdre un montant, une part conséquente de ces aides du premier pilier. Donc pour commencer, nous allons voir les règles de la conditionnalité et en quoi ce verdissement intègre désormais la nouvelle conditionnalité. Bonjour à tous. Comme le disait Pascal, pas de gros changements en général sur la conditionnalité, hormis l'intégration de nouvelles règles du verdissement dans les BCAE. Également, une nouveauté aussi concernant la conditionnalité, c'est l'ajout d'une nouvelle conditionnalité, la conditionnalité sociale sur le travail et la sécurité au travail. Alors, si on en revient aux bonnes conditions les BCAE, donc le verdissement où on retrouvait le maintien des prairies permanentes se retrouve dans la nouvelle conditionnalité. L'interdiction de labourer les prairies sensibles en zone Natura 2000 se retrouve dans la nouvelle conditionnalité avec la BCAE 9. La diversité de l'assolement qui se retrouve dans la nouvelle conditionnalité avec la rotation des cultures et quelques changements sur la BCAE 7 qu'on avait actuellement sur le maintien des particularités topographiques qui se traduit en BCAE 8 avec une partie des SIE qui seront traduits dans la BCAE 8 qu'on reverra un petit peu plus loin. Pour le reste, pas trop de changements, hormis une nouvelle BCAE avec l'introduction de la protection des zones humides et des tourbières qui arrivera en action en 2024 après la réalisation d'une cartographie de ces zones. Alors, si l'on revient un peu plus précisément sur la BCAE 7 rotation des cultures, elle s'appuiera sur le barème qui est assez proche de l'éco-régime qu'on vous détaillera par la suite, où il faudra obtenir 2 points pour satisfaire la réglementation. Une nouveauté, les exploitations conduites en bio sont aussi concernées par cette BCAE 7, la rotation des cultures, donc devront aussi satisfaire à ces nouvelles conditions. Bien sûr, quelques cas exemptés de cette BCAE, donc les exploitations en herbe avec plus de 75% de terres arables en herbe ou autre fourrage ou en prairie permanente sont exclus de cette BCAE, y compris les exploitations disposant de moins de 10 hectares de terres arables. Alors, si on revient un peu plus en détail sur la BCAE 8, donc la BCAE 7 transformée en BCAE 8, en ajoutant la partie infrastructure agroécologique,
Donc, on maintient toujours ses particularités topographiques sur son parcellaire, hein, donc ce qui concerne les haies de moins de 10 mètres de large, les bosquets de moins de 50 arts et les mares entre 10 et 50 arts. Il faut toujours respecter la règle de ne pas intervenir, tailler les haies et les arbres pendant la période de nidification, donc entre le 1er avril et le 31 juillet. Et une nouveauté, vous étiez habitué aux 5% de SIE productive dans votre assolement. Dans la nouvelle PAC, il faudra faire le choix. Soit vous consacrez 4% de vos terres arables en infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire en haies, mares, bosquets ou jachères, ou le deuxième choix, soit vous consacrez 3% de vos terres arables en infrastructures agroécologiques en y ajoutant 4% de couverts productifs, c'est-à-dire les fixatrices d'azote ou les couverts SIE que vous avez l'habitude de semer à l'automne ou les dérobés. Alors, attention, les exploitations bio ne sont plus exemptées de cette BCAE. Donc, ils doivent également faire ce calcul sur son exploitation et consacrer soit 4%, soit 3% de ses surfaces en terres arables aux infrastructures agroécologiques. Alors, si on veut revenir un petit peu sur la définition des infrastructures agroécologiques, donc elles concerneront soit les jachères mellifères, soit les jachères classiques, en respectant les dates d'implantation et les dates de destruction possibles. Les bandes tampons non productifs, donc les bandes tampons, les bords de champs et les bandes tampons le long des bois, les arbres isolés, les arbres alignés, les haies de moins de 20 mètres de large, les bosquets de moins de 50 arts, les mares et les fossés. Et on y ajoutera donc dans la partie 4% de couverts, les fixatrices d'azote, bien sûr sans intervention phyto, les dérobés et les sous-semis d'herbes et de légumineuses. Alors, quelques coefficients pour vous remettre un peu en tête les équivalences des SIE, en sachant que tout ceci est peut-être en train de se rediscuter au niveau des coefficients. Mais quelques notions, 1 hectare de jachère classique, 1 hectare en équivalence. 1 hectare de jachère mellifère, 1,5 hectare en équivalence. Les bandes tampons, 1 km, 90 arts. Les bandes le long des forêts, 1 km, 90 arts. Pour les haies, il faut donc avoir 1 km pour 1 hectare, en sachant que tous ces éléments-là doivent se calculer, bien entendu, et se retrouver sur les terres arables. Ces éléments topographiques sur les prairies ne seront pas comptabilisés dans les infrastructures agroécologiques pour la BCAE 8. Donc, le même calcul aussi pour les fossés, bien entendu, sur les terres arables et non sur les prairies. Voilà, un zoom rapide sur la conditionnalité, sur les mesures principales. Il y en existe d'autres, nous aurons l'occasion de les redétailler, mais vous avez les deux principales qui seront modifiées. La structure de notre premier pilier, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Donc, pour rappel, voici les 5 points que nous allons revoir dans le détail. Arrive également un programme opérationnel qui permettra de donner un coup de pouce aux protéines végétales pour les groupements de producteurs qui voudraient s'y attacher. Donc, globalement, la structuration du premier pilier demeure, le volume global diminue légèrement. On a une baisse de 2% de ce premier pilier qui est lié essentiellement à la convergence intra-européenne. Un transfert qui se poursuit du montant du premier pilier vers le second et qui est fixé à 7,5% pour l'année 2023, ce qui fait qu'on a un glissement petit à petit des aides de ce premier pilier vers le second. Et donc, la modification importante, vous voyez là en année 2019,
2019 la part du DPB qui représentait 44% des aides du premier pilier. Par contre, le paiement vert représentait 30%. Du fait que l'éco-régime ne représente que 25%, on a un résiduel légèrement augmenté sur le DPB, ce qui fait que vous aurez une légère augmentation de la valeur faciale de ce DPB qui va compenser quelque peu l'effet convergence pour les exploitations des Hauts-de-France qui ont globalement des DPB un peu plus élevés que la moyenne nationale. Là, on fait un zoom sur les aides couplées. Donc, vous voyez la part des aides couplées végétales qui est représentée ici en jaune qui va augmenter. Cette enveloppe des aides couplées est fermée, on ne peut pas l'augmenter, ça fait partie des règles de l'OMC. Donc si la part pour les protéines végétales augmente, la part pour les protéines animales diminue. Et donc là, vous voyez que les aides aux animaux diminuent sur cette part bleue. Et on voit apparaître également ici l'aide couplée au maraîchage qui n'existait pas dans notre PAC actuel. Ce DPB qu'on va appeler DPB nouveau, vous en avez déjà vu la grande partie de la convergence depuis le passage des DPU en DPB. Donc là, ici, on voit l'année 2014. La grande partie de la convergence donc, qui consiste à rapprocher vos DPB de la valeur moyenne nationale a été faite jusqu'en 2019, puisqu'en 2019, on a atteint 70% de convergence. Vous avez ici sur la cible la moyenne d'un échantillon qu'on a pris des Hauts-de-France et qui se rapproche désormais fortement de la moyenne nationale. Malgré tout, si vous avez encore des DPB supérieurs à la moyenne, vous allez voir cet effet convergence déjà à partir de 2025, puisque la moitié de l'effort de convergence va devoir être réalisé. Et enfin, en 2026, l'écart à la moyenne ne va pas pouvoir dépasser 85%. Enfin, tous nos DPB vont être à moins de 85% d'écart de la moyenne nationale. Mais le gros effort a été fait, ce sera moins marqué que ce que vous avez déjà connu là. Qui pourra bénéficier de ces aides de la PAC? Pour pouvoir bénéficier des aides de la PAC, il faut être agriculteur actif. Ça paraît simple en 10 ans, mais en fait, ça a fait l'objet de beaucoup de débats, notamment par rapport à l'âge de départ en retraite obligatoire. L'État aurait été tenté de dire qu'à partir de cet âge de 67 ans, il était impossible de toucher des DPB. Bon, finalement, il a été convenu qu'un agriculteur qui ne prenne pas sa retraite à partir de 67 ans puisse continuer à toucher des DPB à condition qu'il ne soit pas double actif et qu'il n'ait pas déjà liquidé une de ses activités pour faire valoir ses droits à la retraite sur une de ses activités. Donc, dans la mesure où on est encore en activité totale à partir de 67 ans, à partir de 67 ans, on pourra continuer à percevoir des DPB. Et donc également, le fait de cotiser à une assurance professionnelle fait partie des critères de l'agriculteur actif. Cet agriculteur actif a le droit d'activer des DPB sur ses surfaces admissibles, a le droit d'accès à la réserve et a le droit de transférer des DPB à d'autres agriculteurs actifs, sachant que la taxation des transferts sans terre est désormais supprimée. Vous aurez la possibilité de transférer des DPB sans qu'ils ne soient taxés, y compris s'ils ne sont pas liés à des hectares. Pour les agriculteurs retraités, donc ils ne pourront plus activer de DPB, ils pourront, tant qu'ils ne les perdent pas, donc dans un délai de moins de 2 ans, transférer ces DPB à un agriculteur actif. Pour les jeunes agriculteurs, le paiement à l'hectare qui était jusqu'alors le cas va passer à un paiement forfaitaire de l'ordre de 3 800 € par an par JA, sachant que, mis à part pour les GAEC qui bénéficient d'une transparence, il ne peut y avoir qu'un seul JA par exploitation qui perçoivent cette aide. J'aurais dû préciser que tous les montants que nous vous présentons sont des montants maximum. Le plan stratégique national a été écrit de sorte à optimiser les enveloppes dont la France bénéficie vis-à-vis de l'Europe. Donc, l'État a affiché des montants maximum. Ils peuvent être revus à la baisse si on a plus de personnes, plus de JA qui demandent ou plus d'hectares qui activent les aides que l'on va vous présenter. Donc, passons à la grande nouveauté de ce PSN qui est l'éco-régime. L'éco-régime dans la forme qu'on en connaît actuellement, puisqu'encore une fois, nous sommes toujours sur une version provisoire, et avec les montants maximum qui pourraient lui être attribués,
Si vous avez vu le reportage spécial sur la France agricole, vous avez vu des montants inférieurs qui étaient indiqués. Pour autant, tout a été fait en concertation et on parle bien de la même PAC. Seulement, nous avons fait le choix de vous afficher les montants maximum et la France agricole plutôt les montants moyens. Donc, comme je vous l'ai dit, ne prenez pas ces montants pour argent comptant, c'est le cas de le dire. Ce sont des montants provisoires qui sont bien affichés par la France vis-à-vis de l'Europe pour optimiser les enveloppes, mais qui pourront éventuellement être revus un peu à la baisse. Pour pouvoir percevoir cet éco-régime, trois possibilités. Soit vous entrez par la voie de la certification. C'est la plus simple, donc je vais commencer par celle-là. Donc on a trois niveaux de paiement, quelle que soit la voie qu'on choisit. Le niveau 0 qui est à 0, et bien entendu, c'est pour ça que nous faisons ces communications et ces webinaires, c'est pour éviter qu'il y ait des exploitations qui est 0 dans notre région. Le niveau 1 qui est à 60 € environ de l'hectare, voire moins, et le niveau 2 qui serait au maximum à 82 € par hectare, qui peut compenser le paiement vert, mais pas forcément. On verra sur les simulations qu'on vous présentera à la fin si c'est le cas. Donc pour percevoir le niveau 2, c'est-à-dire environ 82 € par hectare, par la voie de la certification, je dois être soit 100% en agriculture biologique, soit HVE. Donc quand on dit HVE, c'est bien le niveau 3, c'est-à-dire certifié HVE. 100% en agriculture biologique, en certification ou en conversion, ce qui signifie que mes terres en agriculture biologique, si je suis mixte, ne bénéficient pas de ce niveau 2 d'office. Si j'ai une exploitation mixte, bio et conventionnelle, je dois entrer par une autre voie dans la case des écorégimes. Pour le niveau 1, on a l'aménagement de ce CE2+, qui a été négocié par les AS comme une porte de sortie pour les exploitants qui n'arrivent pas à entrer par une autre case. On en reverra le détail également. Je peux faire le choix d'entrer par les infrastructures agroécologiques. C'est assez proche de ce qu'on vous a expliqué sur la conditionnalité, de ce que Maryse vous a évoqué sur les infrastructures agroécologiques qui entrent dans le cadre de la conditionnalité. D'ailleurs, vous voyez que le socle ici de 4% de ces IAE sur les terres arables est repris comme socle de base dans cet écorégime. Donc, pour percevoir l'écorégime sur la voie des IAE, il va falloir aller au-delà de ce socle de base de la conditionnalité, mais vous pourrez valoriser vos IAE sur les prairies, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la conditionnalité. Donc, une fois que vous avez vérifié la règle d'avoir au moins 4% de vos IAE sur les terres arables, si vous en avez au minimum 7% et entre 7 et 10% sur l'ensemble de votre SAU, vous rentrez dans l'écorégime par la voie du niveau 1. Si vous en avez plus de 10% sur votre SAU, vous rentrez au niveau 2 de l'écorégime par cette voie des IAE. Si je n'entre pas par la voie des certifications ni par la voie des IAE, alors je vais essayer d'entrer par la voie des pratiques agricoles. Par la voie des pratiques agricoles, je vais distinguer trois surfaces, trois types de couverts différents sur mon exploitation. Est-ce que je suis concernée par des surfaces en culture pérenne? Donc, ce que nous appelons culture pérenne, ce sont les vignes et les vergers. Initialement, dans la copie du ministère, les cultures pérennes étaient toutes les cultures qui avaient un code de culture pérenne vis-à-vis de la PAC. Et donc là, on s'est rendu compte que dans ces codes culture pérenne, on avait le miscanthus, le houblon, la rhubarbe, les artichauts, les asperges. Et donc, on a très vite alerté le ministère sur le fait qu'il n'était pas possible de faire une couverture inter-rang de ces cultures. Donc, ces cultures pérennes ont été sorties de cette définition. Elles ne concernent désormais plus que les vignes et les vergers. Et donc, pour respecter la règle, il faut avoir une couverture inter-rang au minimum de 95% pour percevoir le niveau 2 et 3 inter-rangs sur 4 en RB, soit l'équivalent de 75%, pour percevoir le niveau 1. Vous devez respecter cette règle si les cultures pérennes représentent au moins 5% de la SAU de votre exploitation. Si c'est moins ou si vous n'en avez pas, bien entendu, vous n'êtes pas concerné. Si vous avez des prairies permanentes, pour percevoir l'écorégime de niveau 2, il faut respecter le fait de ne pas labourer plus de 90% de sa surface en prairie. Alors vous me direz, dans notre région, nous sommes de toute façon vis-à-vis de la conditionnalité soumis à autorisation pour le retournement des prairies.
Donc là, c'est une règle différente qui s'applique. On n'est pas sur la comparaison d'un ratio régional comme pour la conditionnalité, mais on est bien sur une référence individuelle de l'agriculteur en année N-1. Et ça peut vous laisser la possibilité, bien sûr, si vous en faites une demande et si l'autorisation est accordée, de déplacer une prairie, de dépasser au moins 10% de votre surface en prairie chaque année, si vous avez un projet de regrouper vos prairies autour de votre corps de ferme, par exemple. Mais je rappelle que dans la région des Hauts-de-France, et tant qu'on est en régime d'autorisation, et tant qu'on est en zone vulnérable, et pour l'instant c'est le cas, il faut bien faire une demande d'autorisation pour pouvoir retourner une prairie. Pour percevoir le niveau 1, on arrive au seuil de 80 à 90% de prairies non labourées. En plus, si vous avez des prairies sensibles, c'est-à-dire des prairies en Natura 2000, vous devez respecter le fait de n'utiliser aucun produit phytosanitaire sur ces prairies sensibles. Donc, encore une fois, vous respectez cette règle si les prairies permanentes représentent au moins 5% de votre SAU. Pour les terres arables, donc nous allons vous présenter le barème à points. Pour bénéficier du niveau 2, il faudra avoir au minimum 5 points. Et pour bénéficier du niveau 1, il faudra avoir au minimum 4 points. Ces règles se cumulent, c'est-à-dire que si vous avez les 3 types de couverts, il faut avoir le niveau 2 sur les 3 types de couverts pour percevoir le niveau 2 de l'écorégime sur l'intégralité de votre surface admissible. L'écorégime peut être versé sur une surface qui n'active pas de DPB. Il peut être versé sur l'ensemble de vos surfaces admissibles. Mais pour pouvoir l'activer, il faut être au niveau 2 sur l'ensemble des types de couverts si chaque type de couvert représente au moins 5% de votre SAU. Si vous avez sur un seul type de couvert le niveau 1, c'est l'ensemble de votre SAU qui passera au niveau 1. Et malheureusement, si vous ne respectez pas un des critères, c'est l'ensemble de votre SAU qui passera au niveau 0. Donc, vigilance par rapport à ça. Un bonus est envisagé par la voie des pratiques agricoles ou par la voie des certifications si vous avez au moins 6% de haies sur votre SAU et sur vos terres arables. Le bémol, c'est qu'il faudra être labellisé au niveau des haies et ce label haies demande un entretien particulier qui représente quand même une contrainte assez importante, mais nous aurons l'occasion de le revoir dans le détail par d'autres occasions. Donc, comme je vous l'ai dit, une porte de sortie a été négociée par les AS sur la voie d'entrée par la certification, qu'on appelle le CE2+. Ça correspond globalement au HVE niveau 2, additionné d'un des indicateurs du niveau 3 de l'HVE. Donc, je suis niveau 2 de l'HVE et j'y ajoute en niveau 3 soit l'indicateur biodiversité, soit l'indicateur stratégie phyto, soit l'indicateur gestion de la fertilisation, soit l'indicateur gestion de l'irrigation, où j'utilise un outil d'aide à la décision et je garde mes certificats de recyclage des déchets quand j'amène mes déchets à la collecte à Divalor. Un point de vigilance par rapport à ça, c'est que vous imaginez bien que la profession qui est en agriculture biologique n'a pas forcément apprécié le fait d'être au même niveau d'aide que le HVE, considérant qu'on n'était pas au même niveau d'engagement environnemental. Et donc, le ministère a conditionné le fait d'apporter le même niveau d'aide à la révision du référentiel HVE. Donc, si vous envisagez d'entrer par cette voie dans l'écorégime par la voie du HVE, il faudra surveiller régulièrement cette révision du référentiel HVE pour voir si ces critères peuvent correspondre à votre exploitation. En résumé, soit j'ai 100% de ma SAU en bio, j'ai le niveau 2. Soit je suis certifié HVE, donc HVE niveau 3, avec le label de l'organisme certificateur, je suis en niveau 2 de l'écorégime sur l'intégralité de ma surface. Soit j'entre par la voie des infrastructures agroécologiques qui représentent au moins 10% de ma SAU et donc au minimum 4% sur mes terres arables pour respecter la conditionnalité. Je suis au niveau 2. Soit je respecte les règles sur les prairies, les cultures pérennes et les terres arables, j'ai au moins 5 points dans mon barème et je suis également au niveau 2. Sinon, si je entre par la voie des CE2+, si j'ai 7% d'IAE et que j'ai 4 points sur mon score de terre arable, plus respecter les règles en prairie permanente et culture pérenne, je suis au niveau 1.
Et si je ne respecte aucune de ces cases, je suis au niveau 0. Donc c'est encore une fois, c'est ce qu'on va essayer d'éviter pour l'ensemble des exploitations des Hauts-de-France. À moins que vous fassiez le calcul que ces contraintes sont vraiment trop importantes sur votre exploitation et que vous fassiez un choix délibéré de vous en passer. Mais là, il faudra le faire en connaissance de cause. La difficulté, c'est justement ce barème en terre arable, c'est-à-dire que vous allez faire votre déclaration PAC au 15 mai et vos ensemencements seront faits. Donc, ce n'est pas au moment de la déclaration PAC que vous pourrez calculer votre écorégime. Il va falloir l'anticiper dès la prise de décision de l'achat de semences pour être certain que votre assolement corresponde bien à ce barème si vous décidez d'entrer par la voie des pratiques agricoles. Ce barème, vous avez en jaune ce qui a été négocié. Nous travaillons sur ce barème depuis le mois de mars avec le ministère de l'Agriculture. Donc régulièrement, nous en avons eu des versions et nous avons fait tourner des simulations sur l'ensemble des RPG de la région pour voir ce que ça donnait sur vos exploitations. Très vite, nous avons alerté le ministère sur des points de blocage. Donc, par exemple, on a vite identifié que ne parvenaient pas à atteindre les seuils des exploitations très herbagères qui avaient peu de surface en terre arable. C'est la raison pour laquelle le bonus que vous voyez apparaître en bas du tableau a été ajouté. C'est-à-dire que, donc, je reprécise bien que les prairies permanentes ont leurs propres règles à respecter. Par contre, pour les terres arables, pour les exploitations qui ont des prairies permanentes, on va amener un bonus de points sur les terres arables. Donc, si j'ai plus de 75% de ma SAU en prairie permanente, j'ai d'office 3 points sur mes terres arables. Ça n'empêche pas que je dois respecter la règle de non-labour des prairies, que j'ai vue tout à l'heure. Si j'ai entre 40 à 75%, j'ai 2 points, et entre 10 et 40%, j'ai 1 point. Si j'ai très peu de surface en terre arable, ça va être difficile aussi de respecter une diversité d'assolement. On aurait souhaité que le seuil soit monté à 30 hectares, mais on n'a pas pu l'obtenir. On a obtenu 10 hectares. Et donc là, sur ces 10 hectares, on a 2 points. Donc si j'ai une exploitation très herbagère et que j'ai très peu de terre arable, j'ai d'office mes 5 points. Et donc, si je respecte bien ma règle de non-labour des prairies, j'aurai mon écorégime au niveau 2. Pour les autres exploitations qui n'ont pas d'herbage, je vais regarder donc mon assolement. Et donc, je vais pouvoir additionner les points par bloc. Vous voyez ici les petits plus et les blocs qui sont entourés. Chaque bloc donne des points et vous avez la possibilité d'additionner ces points pour atteindre au moins 4 points pour le niveau 1 ou 5 points pour le niveau 2. Sachant que Maryse vous a évoqué que pour la conditionnalité, il fallait au minimum 2 points pour respecter les règles de la conditionnalité. Donc, soit j'ai des prairies temporaires et éventuellement des jachères, si j'ai dû en rajouter pour atteindre mes SIE vis-à-vis de la conditionnalité ou mes IAE. Si j'ai 50%, mais c'est peu probable, des terres arables qui sont couvertes par ce type de culture, j'ai 4 points. Si j'en ai au moins 30%, j'ai 3 points. Et si j'ai au moins 5% de mes terres arables en prairies temporaires et en jachères, alors j'ai 2 points. Vous observerez que j'ai parlé tout à l'heure d'un pourcentage de SAU sur les prairies permanentes. Sur l'ensemble des autres blocs, nous sommes en pourcentage de terres arables. Donc, je divise ma surface par rapport à ma somme de terres arables en excluant les cultures pérennes et les prairies. Si j'ai des cultures fixatrices d'azote, donc sur tout ce qui est soja, luzerne, pois de conserve, pois protéagineux, haricots verts, haricots secs, lentilles, je vais pouvoir également obtenir 2 points si ces surfaces représentent au moins 5% de mes terres arables et 3 points si elles représentent au moins 10% de mes terres arables. Et un bonus qui a été également ici attribué, qui peut permettre pour les exploitations de plus de 100 hectares d'avoir une porte de sortie si elles n'ont pas leurs 5 points, c'est de ce seuil de 5 hectares qui est apparu pour les plantes fixatrices d'azote. Donc, si je n'atteins pas mes 5% de terres arables, je peux essayer d'avoir 5 hectares de plantes fixatrices d'azote et obtenir 2 points sur ce bloc. Vous avez ici le gros bloc des cultures les plus traditionnelles de nos exploitations, composées des céréales, des plantes sarclées et des oléagineux. Sur ce bloc, si les céréales d'hiver représentent au moins 10% de mes terres arables, j'ai 1 point. Si les céréales de printemps représentent au moins 10% de mes terres arables, j'ai 1 point. Donc là, je vais compter le maïs en silage, le maïs grain et les autres céréales de printemps.
Dans le schéma initial que nous avons vu, les plantes cerclées étaient groupées aux céréales de printemps, ce qui était très pénalisant pour nos exploitations. Nous avons pu obtenir de sortir les betteraves sucrières et les pommes de terre de ce bloc, donc qui représentent une catégorie supplémentaire que nous allons appeler plantes cerclées et qui est exclusivement composée des betteraves sucrières et des pommes de terre. Si elles représentent plus de 10% des terres arables, nous avons un point. Les betteraves fourragères se retrouvent dans les autres cultures. En éloginé d'hiver, donc si vous avez au moins 7% de terres arables en colza, vous avez également un point. Donc là aussi, ça a été baissé à 7 parce qu'on s'est rendu compte qu'il était assez difficile d'atteindre 10 pour la plupart de nos exploitations. C'est assez rare dans notre région, mais si toutefois vous avez un peu de tournesol, de niger ou de cameline et qu'elle représente 5% de vos terres arables, vous avez également un point. Mais sachant que sur ce bloc, de toutes les façons, vous êtes plafonné à 4 points. Vous ne pouvez pas arriver à 5. Par hasard, c'est très rare dans notre région, mais si vous ne validez aucun de ces points, vous n'avez pas 10% de vos terres arables, ni en céréales d'hiver, ni en céréales de printemps, ni en plantes cerclées, mais que par contre, la somme de l'ensemble de ces surfaces représente au moins 10% de vos terres arables, alors vous avez un point. Mais ce point n'est pas cumulable avec le point, qui est les 5 autres points qui sont mentionnés ici. Une des catégories sur lesquelles vous avez la possibilité d'avoir des points. Ce sont les autres cultures, donc toutes celles que je n'ai pas citées, et qui rapportent globalement plus de points que les autres. Si la somme de ces autres cultures, donc les légumes, les cultures fourragères non protéagineuses, les cultures pérennes que nous avons vues tout à l'heure, asperges, artichauts, miscanthus, qui sont arrivés là, si elles représentent 5% de vos terres arables, vous avez un point, 10% de points, etc. C'est un des leviers qui va vous permettre d'arriver aux 5 points si vous avez ce type de culture sur votre exploitation. J'ai vu des mains levées. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les cas types sur l'éco-régime et qu'on prenne peut-être une première série de questions éco-régime avant de passer aux aides couplées. Donc, globalement, nos projections nous ont amenés à l'initial, c'est-à-dire que si on projette cet éco-régime sur les exploitations des Hauts-de-France en 2019 sans changer leur assolement, on obtient 30% des exploitations qui n'atteignent pas les 4 points et 45% des exploitations qui arrivent au niveau 2 sans changer leur assolement. Mais il faudra rester très vigilant. Donc, bien sûr, ce que nous espérons, c'est que la barre rouge diminue au plus faible possible et qu'une grande part de cette barre devienne verte, et d'où l'intérêt des explications que nous vous donnons. Un point de vigilance quand même, c'est que, comme je l'ai dit, vous ferez votre déclaration PAC au 15 mai. Vous avez souvent réclamé de la simplification administrative. Pour le coup, vous allez en avoir parce qu'avec cet éco-régime, vous ne ferez aucune déclaration supplémentaire. C'est la déclaration que vous allez faire sur Télépac qui va calculer directement l'éco-régime, donc pas de papier. Le gouvernement vous a attendu là-dessus. Par contre, la contrepartie, c'est que quand vous serez face à Télépac, il sera trop tard pour changer la donne sur votre assolement. Donc, il faut l'anticiper et il faut penser à l'anticiper si vous avez un aléa climatique et si vous êtes amené à changer votre assolement. Par exemple, il a trop plu fin août, je n'ai pas pu semer mon colza, ou il a fait très sec début septembre et il n'a pas levé, je vais le remplacer par une autre culture. N'oubliez pas, dans ce cas, si vous aviez compté sur le point du colza, que vous n'obtiendrez pas ce point et que dans la réflexion de modification de l'assolement, il va falloir anticiper ça et aller chercher un point ailleurs si vous n'aviez pas de marge par rapport à vos points. Voilà, nous allons vous présenter quelques cas types qui vont vous permettre, je l'espère, d'éclairer ce positionnement à prendre sur vos exploitations. Alors, si on regarde un cas type en grande culture, on peut voir un petit peu la répartition de l'assolement. Donc, sur la SAU qui est de 95 hectares, 93 hectares consacrés aux terres arables, l'agriculteur consacre 64% de son assolement aux céréales d'hiver, donc il obtient un point, car plus de 10%. Il a des betteraves ou des pommes de terre donc, qui correspond à 18% de son assolement, donc plus de 10%, un point. Il consacre une partie de sa surface aux oléagineux d'hiver, 17%, donc plus de 7%, donc un point.
Et au total, 3 points. Donc, il ne satisfait pas au premier niveau de l'éco-régime. Donc, s'il veut aller chercher quelques points pour obtenir le maximum de la rémunération, soit il faudra aller rechercher dans les jachères ou prairies temporaires en obtenant plus de 5% de sa surface en jachère. Donc, s'il a fait le choix d'utiliser les jachères pour satisfaire la conditionnalité, donc 4%, il lui faut chercher un point supplémentaire et obtenir du coup 2 points pour arriver aux 5 points au niveau maximum de rémunération. Deuxième cas, le cas d'un éleveur qui a une surface de 125 hectares, qui consacre 90 hectares aux terres arables et 35 hectares aux prairies permanentes. Donc, dans son assolement, il consacre donc quasiment 70% aux céréales d'hiver, donc il obtient un point, plus de 10% du coup. Aux céréales de printemps, plus de 10% aussi, 25%, donc un point. Et il a des prairies permanentes donc qui consacrent 28%, donc entre 10% et 40% de son assolement, donc un point. Il n'atteint du coup pas le niveau des éco-régimes. Soit il fait le choix d'ajouter des fixatrices d'azote, de la luzerne par exemple, avec 4,5 hectares, il obtiendra 2 points, donc il pourra atteindre le niveau 2 de l'éco-régime et toucher le maximum de la rémunération, ou il fera le choix de s'orienter vers des plantes sarclées ou du lin, ou d'autres cultures légumes ou légumineuses. Et donc, il faut bien anticiper son assolement pour 2023 si l'on veut obtenir le maximum de rémunération. Dernier cas type, un cas type plutôt exploitation légumes, donc avec une surface de 72 hectares et donc 72 hectares en terre arable. Donc, l'exploitant consacre du coup 40% de sa surface aux céréales d'hiver, donc plus de 10%, il obtient un point. 30% de sa surface en terre arable aux plantes sarclées, donc plus de 10%, il obtient un point. Et les autres légumes, les autres cultures, probablement les légumes, plus de 25%. Donc, si l'on regarde le barème de l'éco-régime, plus de 25%, 3 points. Donc, il obtient désormais 5 points et peut toucher le maximum de la rémunération. Toutefois, ne pas perdre de vue la conditionnalité où il doit s'engager à consacrer soit 4%, soit 3% au minimum de sa surface en terre arable aux infrastructures agroécologiques, donc aux jachères ou aux linéaires de haies, d'arbres, etc. Donc, il faut bien faire le calcul et ne pas oublier ce point-là dans son assolement. Voilà un petit peu. Alors, donc là, je vais vous parler des aides couplées végétales. Donc, je ne dirais pas de grands changements, sauf quelques ajouts concernant les protéines végétales. Donc, les aides accordées sont uniquement accordées aux agriculteurs actifs. On entend bien les agriculteurs actifs. Donc, 13% du budget est consacré aux aides couplées végétales, avec 2% dédiés aux protéines végétales. Alors, pour les légumineuses fourragères, les conditions, c'est d'avoir au minimum 5 UGB sur son exploitation ou souscrire un contrat avec un éleveur qui a aussi plus de 5 UGB sur son exploitation et qui ne demande pas cette aide. Donc, ces cultures concernent donc les luzernes, le trèfle, le sainfoin, la vesse, le lotier, la minette, le pois, le lupin et la févrole, le mélilo, la jarose. Également, les mélanges de légumineuses où plus de 50% des semences sont consacrées aux légumineuses. Et donc, l'exploitant pourra toucher l'année du semis uniquement. Donc, avec un montant maximum de 150 € d'hectare par an.
Deuxième type d'aide couplée végétale, les légumineuses et les protéines végétales. Donc, pas de grands changements sur ces aides couplées végétales, hormis un montant unique et de nouvelles aides consacrées aux légumes secs qui n'apparaissaient pas dans la PAC précédente. Donc, de nouveaux légumes pourront être primés, donc les lentilles, les haricots secs, les pois chiches et les fèves. Dernière aide couplée végétale, donc pas de changement sur ces aides par rapport à la PAC actuelle. Pour les pommes de terre fécules, le houblon, le chanvre et les semences de graminées, pas de changement. Il faut bien entendu avoir un contrat culture avec une usine ou une OP. Nouveauté de la PAC 2023, c'est l'aide couplée au maraîchage, donc, qui concerne les agriculteurs actifs qui n'ont pas plus de 3 hectares de SAU sur l'exploitation. Bien sûr, on a la transparence du GAEC. Ils doivent exploiter au minimum une surface en fruits et légumes frais éligibles de 50 arts. Et ces cultures sont les légumes frais, les asperges, les fraises, les melons, les tomates, les petits fruits rouges, les pommes de terre conso et le maïs doux. Ne sont pas éligibles l'arboriculture, les pépinières, les champignons, la chicorée, les légumes secs. Et il faudra trouver un contrat de commercialisation pour pouvoir bénéficier de cette aide. L'aide sera au maximum de 1 588 € par hectare par an. Bonjour à tous, Céline Bustani. Je travaille également sur la PAC. Je vais vous présenter les aides couplées animales. Donc, pour ce qui est des aides couplées ovines et caprines, ça reprend les règles actuelles de la PAC. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dès que vous dépassez 50 brebis, vous avez droit à 23 € la tête en 2023. Et une bonification pour les nouveaux producteurs de moins de 3 ans de 6 € la tête en plus. Et pour les aides caprines, dès que vous dépassez 25 chèvres, vous avez droit à 15 € par tête en 2023. Sachant que comme ça a été présenté juste avant, on voit une diminution des aides couplées animales entre 2023 et 2027 au niveau du budget, puisque le budget protéines végétales a été augmenté entre 2023 et 2027 et que c'est une enveloppe fixe. Maintenant, les aides couplées qui concernent les bovins. Vous connaissiez le système ABL-ABA. Le système ABL concernait les animaux de race lait ou mixte, maximum 40 vaches primables, et c'était de l'ordre de 38 € par animal. On va voir que cette aide autour de 38 € passe à 60 €. Pour les aides ABA, allaitantes, il fallait au moins 10 vaches minimum, c'était maximum sur 139 animaux. C'était les animaux de type race viande ou mixte avec un taux de reproduction d'environ 0,8. Donc là, pour les 55 premiers animaux, vous aviez une aide d'environ 170 €. Celle-ci va passer à 110 €. Ce qui est nouveau, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en 2023, ce sera uniquement les animaux de plus de 16 mois qui seront éligibles à l'aide. Globalement, les élevages engraisseurs voient à nouveau une aide couplée animale. Les élevages laits voient également une augmentation sensible de leurs aides. Les élevages naisseurs engraisseurs sont soumis au chargement, donc à une limite de 1,4 UGB par rapport à la SFP, par rapport à la surface fourragère principale. Et donc, en Hauts-de-France, c'est bien ces élevages-là, naisseurs-engraisseurs, qui vont être les plus impactés par la réforme de la PAC. Comment calcule-t-on ces aides? Donc là, ce n'est pas forcément très simplifié. On a en 2 étapes ici. D'abord, vous calculez vos UGB éligibles.
donc de plus de 16 mois et détenus plus de 6 mois sur l'exploitation. Les coefficients à retenir sont bien pour les animaux entre 16 et 24 mois, 0,6 UGB. Pour les animaux de plus de 24 mois, 1 UGB. Ce qui est nouveau, c'est que pour les mâles, ce n'est pas la race qui compte pour la prime, c'est le nombre de mères sur l'exploitation. Si vous avez moins de mâles que de mères sur l'exploitation, ces mâles, quelle que soit leur race, lait ou viande, peuvent bénéficier de la prime élevée à 110 € par UGB. Sinon, c'est la prime de base à 60 € par UGB, donc les engraisseurs stricts seront dans cette case bleue. Pour les femelles, on retrouve le système ABA-ABL dans le sens où les femelles de race lait et mixte peuvent bénéficier de la prime à 60 € par UGB pour cette étape. Et celles qui sont de race viande ou croisée viande, ici on retrouve une règle avec un taux de reproduction à 0,5 qui est en général respecté en Hauts-de-France. Donc ces femelles viande, croisée viande peuvent bénéficier de la prime à 110 €. Par contre, il y a une deuxième étape et c'est là où tous les plafonds et les limites s'appliquent. Le plafond global est descendu à 120 UGB avec la transparence GAEC. S'ajoute à ces plafonds ce chargement qui est calculé, donc 1,4 UGB par hectare de surface fourragère. Donc là, pour calculer le maximum, il faut prendre les surfaces en prairies permanentes, les prairies temporaires, les cultures fourragères ne sont pas prises en compte, le maïs grain, les céréales autoconsommées, ni les pulpes et les coproduits. Vous avez vos hectares de SFP, vous le multipliez par 1,4 et vous avez une idée du plafond qui s'applique, quelle que soit votre situation GAEC ou pas. Il y a quand même des garde-fous, dans le sens où il y a une garantie jusqu'à 40 UGB primés, quel que soit votre chargement. À cette garantie s'applique également la transparence GAEC. On retrouve ensuite pour les primes de base un plafond de 40 animaux primés avec la transparence GAEC. Donc, deux exemples pour comprendre un peu le principe. Un premier exemple, donc une exploitation spécialisée lait avec une activité d'engraissement. Donc, sur un élevage qui a 75 mères de plus de 24 mois, 30 génisses entre 16 et 24 mois et 20 mâles de plus de 24 mois et 60 hectares de surface fourragère, on calcule ces UGB éligibles. Bon, là, on vous présente vraiment la méthode de calcul, mais le jour où vous demanderez vos aides couplées animales, ça se fera de manière automatique. Donc, une fois que vous avez vos UGB éligibles, ils vont calculer vos UGB primables. Donc là, sur les 113 UGB éligibles, on a 20 mâles. Ici, on avait 75 mères sur l'exploitation, donc ils peuvent bénéficier éventuellement de la prime élevée. Pour ce qui est des femelles sur cet élevage lait, les femelles de race lait mixte sont prises comme ça à 93 UGB au niveau de base. Par contre, attention, les plafonds s'appliquent. Les 93 UGB sont ramenés à 40 UGB maximum quand on n'est pas en GAEC. Les 20 d'une UGB primable niveau élevé, elles, par contre, sont protégées par la garantie, quel que soit le chargement. Ensuite, on regarde les plafonds totaux, les 120 UGB maximum et le chargement, donc 60 fois 1,4, 84 UGB maximum. Là, on est en dessous, donc on peut calculer ces primes estimées. Donc 40 fois 60 €, 2400 € maximum pour un élevage lait sans mâle, plus 20 fois 110 € si on a des mâles qui peuvent être éligibles. Donc on aurait 4600 €. Un deuxième exemple ici, pour un élevage mixte, pour que vous compreniez la logique lorsque la limite de chargement s'applique. Donc ici, je ne vais pas vous refaire tout le détail. En tout cas, on a un troupeau avec des animaux de race lait et mixte et un troupeau avec des animaux de race viande. Et on a nos 58 hectares de surface fourragère avec le maïs et prairies et les cultures fourragères. On calcule nos UGB éligibles et ensuite, on passe à l'étape UGB primable. Donc là, on refait le même schéma à partir de nos 111 UGB de plus de 16 mois à gauche dans l'étape 2. On peut primer nos mâles à la prime élevée puisqu'on a 80 mères sur l'exploitation. Et de l'autre, les femelles, on sépare bien celles qui sont de race lait et mixte
et celles qui sont de race viande. Et on vérifie qu'on a bien un taux de reproduction sur cet élevage viande à 0,5. À cette étape, on additionne les cases rouges qui seront primables élevées et les cases bleues qui seront primables de base et on applique les plafonds. Étape 3. Les 62 UGB de base sont limités à 40 puisque c'est le plafond qu'on connaissait. Nos 48 UGB élevés, ils dépassent les 40 garantis, quel que soit le chargement. Donc là, on fait la somme et on obtient 40 plus 48,4, 88 UGB environ. Ensuite, on regarde les plafonds totaux qui s'appliquent. Donc, on est bien en dessous du plafond à 120 UGB maximum. Par contre, pour le chargement, on retrouve 1,4 fois 58 hectares, 81 UGB. Donc, on voit bien qu'on en a 7 qui ne pourront pas être primés. Pour que ça soit à l'avantage de l'éleveur, celles-ci ne sont pas prises dans les primés élevés, elles sont prises dans les primés de base. Donc, on conserve les UGB élevés, 48,4, et on enlève les 7 qui dépassaient le chargement dans les primés de base. Et on recalcule nos aides. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie. Philippe Bilal, dans la Chambre d'agriculture de l'Oise, je suis conseiller d'entreprise. Quelle incidence aujourd'hui, en fait, on pourrait mesurer cette nouvelle PAC sur les exploitations agricoles donc des Hauts-de-France? Sur le plan macroéconomique, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'au niveau donc, de la variation des aides, au niveau à l'hectare, on verrait donc un niveau de baisse qui irait donc de -9 à -15 € de l'hectare. Par UTA, donc unité travaillante agricole, on verrait donc cette baisse aller donc de -604 à -1432 € de l'hectare. Ceci étant, là, c'est une approche macroéconomique. Ce qui, je pense, peut vous intéresser davantage, c'est donc la partie microéconomique, donc l'incidence sur vos exploitations. C'est-à-dire que sur le plan macroéconomique, l'incidence va être très variable selon les systèmes, d'une part, mais également au sein d'un même système. Cette variation va dépendre d'une part du niveau de dépendance des exploitations aux aides. Si vous prenez donc dans ce graphique, vous pouvez voir donc en arrière-plan le BE et en premier plan en jaune le niveau d'aide donc observé en 2020. Nous avons pris 2020. Pourquoi? D'une part parce que les comptas 2020 sont clôturés d'une part et d'autre part les aides PAC 2020 sont clôturées également. Ce que vous pouvez voir donc sur ce graphique, un niveau de dépendance totalement différent d'un système à l'autre, et même au sein d'un même système, on peut aussi avoir également des différences. Vous pouvez voir qu'on a des systèmes avec un niveau de dépendance à -24%, en l'occurrence ici, c'est l'exploitation P, c'est-à-dire un patatier légumier, alors qu'à l'occurrence, à l'extrême, vous avez donc un betteravier céréalier avec un niveau de dépendance à 74%. On a exactement la même chose aussi pour un féculier à 75%. Ça sera un niveau d'incidence important ensuite lorsqu'on appliquera donc cette nouvelle PAC. Le deuxième niveau d'incidence qu'on va pouvoir mesurer à partir de cette nouvelle PAC sera lié également au BCAE 8, avec l'introduction justement des IAE et plus particulièrement de la jachère. Ça également, on aura donc un niveau d'incidence aussi important, même quel que soit le niveau d'éco-régime qu'on aura obtenu à la suite. Et donc justement, la troisième incidence va dépendre également du niveau d'éco-régime sur ces exploitations. Et là, plus particulièrement, donc, dans les cas que je vous présente, vous avez donc entouré d'un cercle rouge 3 systèmes. Le premier système, donc le pomme de terre féculier, donc le P, donc il y a une baisse de BE de 5%, mais qui valide un éco-régime à 3, c'est-à-dire en fait, il ne valide pas cet éco-régime, il ne perçoit pas donc les aides éco-régime. Pour les céréaliers, donc C2, C3, ils ont un niveau, donc un 4 points, donc ils valident le niveau 1 de l'éco-régime, mais ils voient donc leur EBE baisser de -4 à -6%.
Pour le betteravier B3, celui-ci également donc, ne valide pas l'écorégime et voit donc sa baisse donc, de BE atteindre moins 8%. Ceci étant, ce que je vous disais au préambule, l'incidence de cette PAC dépend également donc, du niveau de dépendance aux aides. Et quand vous observez également le féculier comme le B1C1, c'est-à-dire le betteravier céréalier, vous pouvez voir que le BE baisse également de moins 10 à moins 13%, alors qu'ils ont validé l'écorégime donc de niveau 2, pardon. Donc ça, c'est un point important donc, à analyser. Il y a un autre point également à observer, c'est que dans le cadre des exploitations donc, en élevage, celles-ci, si elles n'atteignent pas, elles n'arrivent pas à primer l'ensemble des UGB de l'exploitation éligible, verront également donc, leur niveau donc, de BE baisser fortement. Il s'avère que là, nous sommes face donc, à des cas types. Cependant, nous avons pu observer au sein donc, des exploitations en formation donc, que 60 à 70% des exploitations qui valident le niveau 2 en écorégime voient leur EBE baisser donc, de 0% à moins 4%. Pour les exploitations qui atteignent le niveau 1 de l'écorégime, celles-ci voient également, donc, ça représente à peu près entre 10 et 20%, en formation, voient donc leur EBE baisser entre moins 5 et moins 10%. Par contre, pour les exploitations qui donc, ne valident pas du tout l'écorégime, donc là, nous pouvons aller donc, de moins 10 à voire moins 28% dans le cadre d'élevage donc, à l'étang. Si nous essayons donc d'optimiser l'écorégime sur les exploitations ici présentes dans les cas types. Si nous prenons donc le betteravier B3 de 160 hectares qui ne validait pas donc son écorégime, on substitue donc 5 hectares de blé par rapport à 5 et on met 5 hectares de pois protégés à la place. Pour le C2, donc qui est un céréalier 167 hectares, qui ne validait donc l'écorégime qu'à un niveau 1, on substitue donc 3 hectares de blé par 3 hectares d'orge de printemps. Pour le C3, dans les céréaliers, donc 214 hectares, celui-ci donc également donc, validé le niveau 1 en écorégime. Pour essayer d'atteindre le niveau 2, nous avons mis 12 hectares de lin fibre à la place donc, de 12 hectares de blé. Par contre, pour le patatier, qui n'avait qu'un niveau donc, 3, donc ça veut dire un 3 points, donc il ne validait pas l'écorégime, ce qui est totalement illusoire, mais ça a été fait donc, dans le cadre d'une formation. On a substitué 5 hectares de pommes de terre par 5 hectares de pois. Et là, donc, obligatoirement, on peut s'apercevoir dans le graphique qui suit qu'on va, dans ce cas-là, donc diminuer davantage le BE. Donc là, on passera donc de moins 5 à moins 10% de BE. Pour le système céréalier, vous pouvez voir que en rajoutant donc soit de l'orge de printemps, soit donc du lin fibre, on peut soit stabiliser le BE, soit carrément donc limiter la baisse à moins 4% au lieu de moins 6. Pour le betteravier qui ne validait pas, nous avions moins 8% au départ, et donc là, en substituant donc du blé par rapport à des pois, donc on limite la perte de BE à moins 5%. Voici donc en ce qui concerne donc, les simulations qui ont pu être réalisées, donc aussi bien sur des cas types que également donc, au sein donc, des formations réalisées auprès des agriculteurs. Je vais également aussi vous parler donc, du monitoring donc, qui va être mis en place. Ce monitoring a été testé donc, en Espagne depuis 2 ans et également testé sur la région de France pendant 1 an. Ce monitoring, en fait, c'est un système donc, de contrôle par satellite avec le Sentinelle-1 et le Sentinelle-2. Ces 2 satellites passeront tous les 3 à 5 jours au-dessus de vos parcelles. À travers d'un algorithme, celui-ci prendra vos déclarations et comparera vos déclarations par rapport à ce qui est observé sur le terrain au travers donc, des images satellites. Si
votre déclaration est conforme par rapport à ce qui est observé sur le terrain, le feu rouge sera ouvert, donc en fait, il n'y aura aucune incidence. Si par contre, vous avez une différenciation importante, très importante par rapport à votre déclaration, vous pouvez passer soit en orange, soit en rouge. Si on est dans l'orange, c'est-à-dire qu'en fait, on a potentiellement un enjeu mineur. Dans ce cas, si on a un enjeu mineur, dans ce cas, les experts vous passeront directement au vert. Par contre, si l'enjeu est significatif, les experts donc, de l'ASP vous contacteront et donc essaieront de voir avec vous s'il est possible de corriger votre déclaration. À défaut de correction, dans ce cas, vous passez au rouge et donc il y aura donc sanction. Si par contre, il y a possibilité de corriger, donc à votre niveau, ou éventuellement, si vous pouvez apporter la preuve au travers de photos, de documents que vous êtes conforme, dans ce cas, vous repasserez donc au vert. Donc l'intérêt, par contre, de ce contrôle permanent avec ces satellites, c'est que jusqu'alors, vous pouviez modifier votre déclaration au 15 mai. Dans le futur, vous pourrez modifier votre déclaration jusqu'au 15 septembre. Avec un bémol, ceci étant, pour, je dirais, les cultures type surface d'intérêt écologique qui ne lèveraient pas après le 15 septembre, pour laquelle nous avons pour le moment aucune réponse des instances. Voilà. Ce monitoring peut paraître contraignant, mais il ouvre aussi un droit à l'erreur qui était souvent réclamé par la profession agricole, comme vous pouvez le voir ici sur ce tableau. Et donc, dans les pays qui l'ont expérimenté depuis plusieurs années, Espagne, Roumanie, on se rend compte qu'il y a au final moins de pénalités financières, déjà moins de contrôle sur place et moins de pénalités financières. Donc, on peut voir le verre à moitié vide, mais il faut voir aussi le verre moitié plein et les quelques bénéfices que ce type de nouveau dispositif peut nous apporter. Donc, dans le temps imparti, nous ne ferons pas un zoom complet sur les aides du second pilier, mais nous voulions vous donner quelques grandes lignes des changements principaux qui vont le conduire. Donc, sur l'aide à l'agriculture biologique, donc l'aide à la conversion pour les exploitants qui ne sont pas en bio et qui auraient un projet de conversion à l'agriculture biologique, globalement, les aides restent inchangées, hormis en culture oléagineux, protéagineux, où l'aide est légèrement augmentée de 50 € pour passer à 350 € de l'hectare. Donc, vous voyez ici le barème pour les autres types de couverts qui, globalement, est inchangé par rapport à la PAC actuelle. Par contre, l'aide au maintien est supprimée. Donc, il faut savoir que dans une grande partie de la région, on ne l'apercevait déjà plus, puisque depuis quelques années, face à la vague de conversion très importante il y a quelques années, l'État et la région s'étaient donc désengagés de ces aides au maintien. Par contre, les agences de l'eau les versaient encore sur les zones spécifiques des zones à enjeu haut, ce qui entraînait également une distorsion entre les agriculteurs en bio qui étaient sur les zones à enjeu haut et ceux qui ne l'étaient pas. Désormais, cette MAB n'est plus dans la liste des aides notifiées à Bruxelles, donc même si elles en avaient l'envie, les agences de l'eau ne pourraient plus les poursuivre. Par contre, le crédit d'impôt est toujours valable pour les exploitations en agriculture biologique. Sur ces aides du deuxième pilier, donc vous connaissez déjà les mesures agri-environnementales et climatiques. Nous n'allons pas en voir le détail ici, elles vous seront présentées ultérieurement puisque nous sommes encore sur la campagne MAEC 2022. Donc on ne va pas vous présenter maintenant les cahiers des charges 2023, mais ils évoluent et globalement ils sont un peu plus contraignants, notamment pour les mesures surfaciques. Sur les mesures non surfaciques, il y a une nouveauté, c'est la mesure de transition qui apparaît ici avec un budget de 22 millions d'euros et qui va être laissé à la gestion des régions. Donc, nous avons négocié avec le Conseil régional une mesure de transition qui permettrait d'accompagner les exploitations qui sont dans une transition vers l'agriculture de conservation des sols, par exemple.
Voilà, donc ça reste aussi en négociation, mais ça a été porté au catalogue et donc on espère qu'elle pourra voir le jour pour accompagner les exploitations de notre région qui voudraient amorcer ces transitions sur leurs exploitations. On voulait faire un petit zoom sur la gestion des risques, puisqu'elle a fait l'objet de négociations récentes et de passages récents à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous en avez sans doute entendu parler. Actuellement, coexistent 3 systèmes. Le fonds de mutualisation pour indemniser les pertes subies par les agriculteurs lors des crises sanitaires et accidents environnementaux, le FMSE, dont vous voyez la composition ici, donc qui existe déjà et qui va se maintenir. Coexiste également le fonds des calamités agricoles et l'assurance multirisque climatique qui est représentée ici. Donc, ce que vous ne voyez peut-être pas, puisque vous passez un contrat avec un assureur, c'est que dans ce contrat d'assurance, il y a une partie qui est prise en charge par l'Europe. Et donc, vous avez, selon le niveau de contrat que vous souscrivez, un taux de subvention qui est variable et qui peut aller jusqu'à 65%. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Les calamités agricoles et cette multirisque climatique vont être fondues dans un seul dispositif. Vous savez qu'en avril, on a connu une période de gel importante qui a touché les arbres fruitiers, qui a touché la vigne et donc qui a fait réagir sur l'annonce d'une réforme. Entre deux, s'est mis en place le Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique avec le rapport du député Descrozaille qui allait dans le sens de la réforme de la multirisque climatique. Donc là, tout dernièrement, les textes sont passés à l'Assemblée nationale et au Sénat pour aboutir sur une réforme de cette multirisque climatique qui démarrera en janvier 2023 avec un budget annoncé par le gouvernement de 600 millions d'euros. Cette multirisque climatique nouvelle rassemblera les calamités agricoles et l'assurance récolte. Le FMSE va poursuivre son fonctionnement en parallèle. Le but affiché pour 2030, c'est de parvenir à une généralisation de l'assurance récolte, quelles que soient les productions et les zones géographiques. Donc, on compte pour ça sur une complémentarité publique-privée, donc entre les assureurs privés et le dispositif de soutien public à ces assureurs. Et donc, vous aurez un guichet unique, y compris pour les non-assurés, qui permettra d'avoir accès à cette multirisque climatique. Donc, on distingue 3 niveaux d'aléas, avec des seuils qui seront fixés entre ces niveaux d'aléas par voie réglementaire en 2022, donc ils ne sont pas encore connus, ils feront l'objet de décrets. Un aléa courant où l'agriculteur supportera seul le coût de la perte, tel que c'est déjà le cas actuellement, mais il pourra être accompagné par d'autres dispositifs, par exemple France Relance pour investir dans du matériel de protection. Donc je signale à cette occasion que l'aide est encore ouverte dans le cadre du plan de relance pour les gens qui veulent investir sur des matériels de lutte contre les aléas climatiques. On distinguera un aléa exceptionnel qui correspondra globalement aux calamités agricoles et un aléa significatif où une partie des risques pourra être prise en charge par l'assurance subventionnée. Cette aide ne pourra pas dépasser 70% de la cotisation et la perte devra être au minimum de 20%, mais des seuils seront fixés par culture pour les arrêts, enfin, ils seront arrêtés par décret. Un barème de prix sera établi pour chaque production et si vous mettez en place des mesures de prévention sur votre exploitation pour réduire votre exposition aux aléas, elles seront également prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance. Donc, en résumé, aujourd'hui, en cas d'un aléa climatique, si je suis assuré multirisque climatique, je bénéficie d'une subvention d'État pour ma prime d'assurance et d'une indemnisation par mon assureur calculée sur les pertes subies. Si je ne suis pas assuré, mais que je suis éligible aux calamités agricoles, je dois attendre la décision du Comité national de gestion des risques pour pouvoir être indemnisé. Donc, souvent, c'est assez long. Et ça ne garantit pas une couverture individualisée. Par contre, si je ne suis pas éligible, je ne touche aucune indemnisation. Demain, en cas d'un aléa climatique exceptionnel, assuré ou non, je pourrais me tourner vers un interlocuteur unique qui indemnisera mes pertes qui dépassent le seuil minimum fixé grâce à un fonds commun qui sera abondé par la solidarité nationale. Donc, si je suis assurée, cette indemnisation viendra en complément de l'indemnisation versée par l'assurance. L'État continuera de subventionner le recours à l'assurance multirisque. Par contre, si je ne suis pas assurée, je pourrais quand même être aidée, mais pas plus de 50% de ce que touche l'exploitant assuré.
Voilà, c'était un petit zoom qui déborde un peu sur les aides du second pilier, mais on en entend beaucoup parler actuellement du fait des passages récents au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, on voulait vous donner un petit éclairage sur ce nouveau dispositif. Donc, on va laisser maintenant place aux questions. Je crois qu'on a à peu près respecté le timing. Pardon, je te laisse. Juste un dernier point avant qu'on passe aux questions. Donc, on a vu tout ce qui pouvait... on a un peu brossé les règles annoncées de la prochaine PAC 2023 qui sont bien provisoires. Il faudra bien s'assurer dans 6 mois qu'elles sont encore d'actualité. On a bien vu du coup une légère diminution des aides du premier pilier, mais pour l'instant une augmentation des règles environnementales avec les 3% de surface non productive qui sont en cours de négociation avec la guerre en Ukraine actuellement. Donc voilà, on vous encourage à chercher éventuellement des aides dans le deuxième pilier ou d'autres pistes par rapport à ces haies. On a des plans de relance, etc. Pour vous accompagner sur cette PAC, on vous propose des formations justement où, voilà, aujourd'hui on a vu toute la théorie, mais je pense que vous avez des questions par rapport à vos cas individuels. On a fait des calculettes papier pour calculer ces surfaces non productives à 3% de ces terres arables, son calcul d'éco-régime et ses aides couplées animales pour se rendre compte de ce que ça donne chez nous. Du coup, ces formations sont organisées sur les Hauts-de-France, que ce soit en Nord-Pas-de-Calais, dans l'Oise, dans la Somme, et notamment. Donc, voilà, si vous avez des questions, contactez-nous. On va vous mettre nos mails juste dans la diapo qui suit. On fait vraiment ces formations cet hiver et en juin 2022 et pas plus tard, vu qu'on a bien vu que ça concernait vos assolements hivernaux et on considère qu'après, ça sera trop tard pour tout le monde. Sachant que voilà, on aura les règles définitives d'ici l'été ou l'automne 2022. On a également un module sur mes parcelles, pour ceux qui y sont, où on peut projeter finalement son assolement de l'année pour voir où est-ce qu'on se situe sur l'éco-régime. Donc, ça existe également, mais ça sera accompagné de votre conseiller. Et ça ne permet pas vraiment d'ajuster son assolement, mais c'est pertinent quand vous voulez vérifier que tout est bon pour votre déclaration PAC. Donc, on vous remet nos contacts. Voilà, vous avez tous nos noms par département ici, qui sont référents PAC. On va prendre vos questions, les questions auxquelles on n'a pas répondu et les dernières questions. Alors, j'en ai une en tête, ça concerne les ZNT. Comment code-t-on ça dans la conditionnalité de la PAC? Alors, on n'a pas encore toutes les petites lignes, on l'a bien dit, on n'a que les grandes lignes actuellement. De ce qu'on a compris pour l'instant, vos distances sécurité riverains, vous pouvez les coder de manière différente en fonction de la largeur que vous avez respectée de non-traitement. Donc, si vous avez une bande de 5 mètres le long des maisons, il faudra au moins 5 mètres pour mettre une bande enherbée, donc bordure de champ. Ça, c'est une manière de coder ces surfaces non productives dans ces ZNT. C'est une piste. Après, il y a différentes pistes qu'on pourra aborder au cas par cas, mais c'est ce genre de choses qu'on peut envisager pour cette règle des surfaces non productives à 3%, qui est en cours de renégociation actuellement. Donc, peut-être que ce sera plus d'actualité dans 6 mois, mais en tout cas, ça fait 6 mois qu'on nous en parle. Donc, nous, ça nous paraissait important de vous l'indiquer aujourd'hui. Alors, on va reprendre certaines questions. Pascal, c'est toi qui as les questions? Ouais. Ah, je peux les voir d'ici? Alors, je vais redonner la main. Je pense que nous avons pu répondre dans le chat à l'ensemble des questions par écrit. Maintenant, si vous souhaitez poser quelques questions orales, on va libérer les micros pour que vous puissiez les poser en direct. Il y a une question par rapport aux jachères. Est-ce qu'elles peuvent être récoltées après? Alors, au niveau là, il faut bien voir qu'on est sur les grandes règles du PSN. Donc, pour l'instant, elles ne vont pas encore à ce niveau de détail. Donc, pour l'instant, ce qu'on vous donne sur les dates de récolte des jachères, etc., ça reste les règles actuelles.
Donc, on n'a pas d'indication comme quoi elles vont changer à ce stade. Pour les agriculteurs actifs, est-ce que c'est principal ou secondaire? L'agriculteur actif peut être agriculteur à titre principal ou secondaire, ça n'a pas d'importance. Alors, les bambous sont bien dans les cultures pérennes. Il y a une question par rapport à l'honneur. Les bambous, c'est ça? Oui, Sans doute. les exploitations certification maïs, comment elles se situent dans... La certification maïs n'a pas été reprise dans les règles de la conditionnalité, comme ça pouvait être le cas sur les règles de rotation des cultures. Donc, il y a des négociations qui sont mises en place dans les systèmes très maïs, dans les systèmes des Landes, par exemple, où une couverture hivernale des sols pourrait suppléer au fait d'avoir 2 points sur le barème de l'écorégime pour les exploitations qui n'y arriveraient pas. Et la présentation, du coup, elle sera mise en ligne sur le site. Oui, donc nous avons répondu que la présentation serait, non pas mise en ligne sur le site, mais sera envoyée par mail à l'ensemble des inscrits. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons découper ce webinaire en petits tutos packs sur les différentes parties pour que vous puissiez les retrouver en ligne et que vous puissiez le visionner au calme chez vous si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter ou si vous voulez en revoir une partie. Mais bon, encore une fois, ça correspond à une version provisoire de la PAC et on vous invite à vous tenir informés des mises à jour régulièrement d'ici l'automne prochain. On peut libérer les micros si certains veulent poser quelques questions orales. Il y a une question, il y a un tampon d'un mètre le long des chemins. C'est plutôt une jachère. Tu peux répondre ça peut-être? Les bandes enherbées d'un mètre le long des chemins. Donc, par rapport à la déclaration, c'est ça la question? Oui, si. Ok, donc en effet, oui, par rapport aux bancs de tampons le long des chemins, bon, ça fera partie des règles détaillées à repasser. Ouais. Normalement, elles sont à 5 mètres. Si vous les mettez à 1 mètre, alors il va falloir les déclarer en jachère pour qu'elles comptent. Bonjour, dans la scie non productive, il y a les arbres isolés et abandonnés. Si on les en compte, est-ce qu'elles vont comptabiliser en 2023? Oui, donc même une haie plantée ici à l'automne comptera déjà en 2023 dans vos SIE. Voilà, oui, la condition, c'est en effet que toutes ces infrastructures agroécologiques soient dessinées. Il y a une question par rapport aux cultures sur le couvert permanent. Comment elles sont prises en compte dans la PAC? Donc, par rapport aux cultures pérennes. Ça dépend si les déclare en culture à la PAC. C'est la culture du mois de juin qui... Oui, donc par rapport aux personnes qui font des cultures dérobées, donc c'est en effet pas la culture dérobée qui compte dans le barème de l'éco-régime, c'est bien la culture principale, donc c'est celle qui est déclarée à la PAC au 15 mai, qui sera comptabilisée dans le barème de l'éco-régime. Une question, il y a si une non productive en trèfle, peut-être bénéficier de l'aide de l'UNES. Une assiette non productive en trèfle. Non. Non. Il y a une question, si on a fait une demande de transfert de prairie mais qu'on n'a pas de réponse de la DDT, comment on fait? Donc là, il faut attendre d'avoir une autorisation de la DDT pour pouvoir transférer, déplacer une prairie. Ouais, il faut avoir un accord écrit pour éviter les pénalités. Alors, vous pouvez ouvrir, à ce stade, vous pouvez ouvrir vos micros. Je pense que ce sera plus simple pour les questions. Alors, le simulateur des aides éco-régime est déjà disponible. Il faut voir avec votre conseiller Mes Parcelles pour y avoir accès. Et donc, il sera prochainement développé aussi sur l'ensemble des autres aides du premier pilier. Je peux poser une question? Oui, allez-y. En fait, dans l'ABC AE8, vous mettez que c'est soit 4% des terres arables ou dans les diapos, vous mettiez après 3% et 7%. C'est bien 3% de jachère et 4%. On va revenir sur la présentation. Donc, il y a bien les deux... Voilà. Il y a bien les deux niveaux. Donc, la règle de base édictée par la Commission européenne, c'est 4% de SIE non productive sur les exploitations. Donc, 4% d'IAE. Je reprends la diapo qui est ici. Pardon.
Voilà, donc soit on atteint ces 4% d'infrastructures agroécologiques sur son exploitation, donc 4% sur les terres arables, et donc dans ce cas-là, on n'a pas à s'inquiéter des autres types de SIE. Soit on n'atteint pas 4% et on souhaite arriver à 3% maxi avec des jachères, des arbres isolés, des haies, et dans ce cas-là, pour respecter les règles de la conditionnalité, il faudra compléter avec des surfaces productives, c'est-à-dire avec des SIE productives, donc soit des plantes fixatrices d'azote qui ne reçoivent aucun produit phytosanitaire, soit des dérobés, des cipans qui respectent les règles des SIE. Donc actuellement, vous faisiez souvent vos 5% de SIE avec ces surfaces en dérobé, en cipant, voire ces plantes fixatrices d'azote, mais de moins en moins du fait qu'on avait la contrainte de ne plus pouvoir y apporter de produits phytosanitaires. Cette fois, vous ne pourrez pas compter que sur ces SIE productives pour respecter la règle de la conditionnalité, puisqu'il y a ce socle minimum d'infrastructures agroécologiques dont il faudra justifier sur son exploitation. Donc, soit 4%, soit 3%, et à ce moment-là, vous complétez avec des SIE productifs pour arriver à 7. D'accord, c'est 3 plus 4% en fait. Okay. Voilà, c'est ça. Ou 3,5 plus 3,5. D'accord. Oui. Ok, merci. Oui. Moi, j'ai une question par rapport aux haies. Est-ce qu'elles peuvent être sur les prairies ou que sur les terres arables? Seules les haies sur les prairies comptent pour la conditionnalité. Par contre, pour les sur les terres arables, pardon. Seules les excusez-moi. Seules les haies sur les terres arables comptent pour la conditionnalité. Par contre, les haies sur les prairies peuvent venir en complément dans le barème écorégime sur les IAE, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. Donc, si on veut implanter des haies, c'est plus sur les terres arables, quoi. Oui, si vous voulez qu'elles comptent en effet dans la conditionnalité, c'est sur les terres arables qu'il faut implanter des haies. Avec le coefficient d'équivalence qu'on vous présente là, mais qui est le coefficient d'équivalence actuel, qui peut encore éventuellement changer. D'accord. Oui. Et des haies mitoyennes entre terre et pâture sur la même exploitation? Vous en comptez la moitié. Dans ce cas-là, on considère qu'il y en a la moitié qui est côté terre arable et l'autre moitié. Mais là aussi, encore une fois, il faudra attendre d'avoir les petites lignes de rédaction du PSN qu'on n'a pas actuellement pour avoir ce niveau de détail. De même que les haies mitoyennes entre voisins, qu'on ne peut pas compter tous les deux. Chacun en prend la moitié. Voilà. Ok, merci. Il ne me semble pas avoir vu la réponse sur les cultures de légumes, notamment de pois de conserve, si elles sont considérées comme des fixatrices d'azote. Elles sont considérées comme des fixatrices d'azote. Dans les listes, parce qu'on a reçu du ministère des listes de code culture PAC, et donc les pois de conserve, le code culture PAC pois de conserve est bien dans la liste des fixatrices d'azote. Donc c'est considéré comme des fixatrices d'azote pour le barème écorégime. Par contre, ça n'ouvre pas droit à l'aide couplée végétale qui, elle, est réservée aux pois secs. Une question, est-ce que la certification CE2+, pour un organisme externe? Il faudra un organisme certificateur, en effet. Donc, pour HVE, c'est bien l'organisme certificateur qui vous donne le niveau 3. Et il faudra que l'organisme certificateur justifie que vous ayez atteint le niveau 2 d'HVE pour entrer par CE2+, plus un des indicateurs d'HVE. Il y a un rappel que cette année 2022, du coup, c'est bien les anciennes règles. Oui, bien sûr. Donc là, vous allez faire votre déclaration PAC 2022. Vous restez sur les règles actuelles. Tout ce qu'on vous présente ici, c'est pour anticiper les règles de 2023. Donc, on est bien dans l'anticipation. Mais donc, comme vous l'avez compris, si cette réforme de la PAC passe en l'état et que l'Europe l'accepte telle qu'elle est présentée, il va falloir l'anticiper sur vos assolements. On a déjà des questions de personnes qui me disent moi, ma sucrerie m'a demandé de me positionner sur le fait de prendre des vinasses, donc j'ai besoin de savoir ce que je vais mettre cet été et à l'automne. Voilà, donc clairement, vous avez déjà des questions à vous poser qui vous obligent à anticiper votre assolement 2023. C'est bien la raison pour laquelle on vous fait cette présentation. Mais pour votre déclaration PAC de 2022, vous restez bien sur les règles de la programmation actuelle. Après, on a eu quelques questions dans le chat sur la crise en Ukraine. Est-elle susceptible de renverser les tendances des négociations?
Ça paraît quand même peu probable dans la mesure où une programmation PAC, c'est une machine lourde. Et on a mis des années à sortir un règlement. Cette PAC a déjà pris 2 ans de retard à cause du Brexit. Elle devait normalement sortir en 2021. Le fait que l'Angleterre qui quitte l'Europe a chamboulé le budget et beaucoup de choses, on a déjà pris 2 ans de retard. On a eu vraiment du mal à avoir les règlements européens qui sont sortis très tard. Dans les négociations, les États ont commencé à travailler leur PSN sans visibilité des règles du règlement. Elles ont même dû modifier leur copie parfois pour s'y adapter. Donc, on n'imagine pas que l'Europe remette tout en cause. Par contre, qu'il y ait des modulations qui soient apportées, notamment, on entend beaucoup aujourd'hui quel intérêt de mettre des terres en jachère alors qu'on sait que la Russie et l'Ukraine font à elles seules un tiers des exportations de blé dans le monde. Et donc, ça va considérablement bousculer les cours et bousculer les relations, les armes géopolitiques entre les États. Donc, c'est en effet des grandes questions qui se posent, mais de là à dire que l'Europe va remettre en cause toute cette programmation PAC à cause du conflit, il est vraiment trop tôt pour le dire. Et dans tous les cas, on n'a aucune indication là-dessus à ce stade. Donc, pour l'instant, on vous présente les choses telles qu'on les connaît. Est-ce que ce sera bousculé à cause du contexte géopolitique? Nous n'avons pas d'indication à ce stade pour pouvoir l'affirmer. Je peux reposer une question ou pas? Oui, allez-y. Oui, pour les 2 points de fixatrice d'azote, ça doit être de ce fait-là toute l'année. Elle doit être implantée toute l'année. Ça ne peut pas être une SIE comme avant, en fait. Non, c'est la culture que vous déclarez à la PAC, en fait. Il faut bien voir que ce ne sera pas une déclaration supplémentaire, tout ça. C'est les codes Télépac que vous allez rentrer le 15 mai, jusqu'au 15 mai, qui vont faire les calculs. Donc, c'est la culture que vous aurez déclarée à la PAC qui va faire foi comme présence de fixatrice d'azote. Okay. Sur des formations HVE à la chambre. Des formations HVE, il y en a déjà. Il y en a déjà régulièrement qui vous sont proposées. Donc, je pense que vous pouvez les trouver sur le site internet. N'hésitez pas à regarder ou à contacter votre chambre d'agriculture départementale pour connaître les offres de formation HVE. Moi, j'ai une question sur les prairies permanentes. Oui. Quand vous dites pour avoir le niveau 2, il faut supérieur 90% non labouré. Oui. C'est-à-dire que si on veut les ressemer, c'est ça? Oui, c'est ça, si vous voulez les ressemer. Si vous voulez les ressemer ou les déplacer. D'accord. Ouais, mais si on veut les déplacer et qu'on a l'accord de la DDTM, c'est pas gênant. C'est ça. Si vous voulez les déplacer, si. En fait, c'est 2 choses différentes. On a vu sur la conditionnalité que les BCAE 8 et 9, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de détailler toute la conditionnalité en peu de temps, mais on a également la BCAE 1 qui impose le maintien des prairies, et ce maintien des prairies est lié à un ratio régional qui est calculé chaque année. Donc, notre ratio est en mode dégradé depuis plusieurs années, donc depuis 2018. Donc, ça veut dire que depuis 2018, on est en régime d'autorisation, et déjà avant, mais bon, on a eu une année de trou là, on est en régime d'autorisation de retournement des prairies. Donc, même si vous avez un accord de la DDTM pour retourner une prairie, pour respecter le barème de l'éco-régime, c'est bien votre référence individuelle de l'année N-1 qui fera foi. Donc, de toute façon, il ne faut pas que ça représente plus de 10% de votre surface pour respecter les règles de l'éco-régime. Ben nous, ça ne serait pas un retournement pur, c'est une délocalisation en fait. On retourne d'un côté pour implanter de l'autre. Oui, mais c'est quand même de la surface. Si vous le faites en 2022, c'est bon. Justement, on a envoyé la demande de retournement trop tard en fait, donc elle n'a pas été parce qu'on n'avait pas été prévenu en fait. On n'a pas eu vraiment de courrier comme quoi ceux qui voulaient demander, il fallait bien l'envoyer avant le 31 décembre. Après, il n'y a pas que, de toute façon, il n'y a pas que la PAC qui va être une contrainte parce qu'on va également changer de programme d'action en zone vulnérable et on ne sait pas ce que ça va impliquer non plus par rapport aux règles de retournement de prairies. Et en plus, en 2023, il y a le SDAGE qui s'applique et qui contraint également encore plus les retournements de prairies. Donc, c'est clair que ce qui n'a pas été fait en 2022, ça va être de plus en plus contraint par la suite. Parce que bon, si on détruit la pâture, mais on la ressème sans… Donc, en gros, nous, sur la PAC, ils ne le voient pas, quoi. Donc, Si, parce que comme on l'a dit, ça va être des contrôles satellitaires sur cette nouvelle programmation. Et donc, une prairie qui passe au marron, ça va assez vite se voir. Ah ouais, donc même si on veut ressemer une prairie pour dire que d'améliorer sa rentabilité, il faut faire une demande, en fait. Alors, vous pouvez toujours faire un sursemis de prairie ou faire un travail superficiel du sol pour pouvoir réimplanter une prairie dans de bonnes conditions. Là, on parle bien de labour dans la règle de l'éco-régime.
genre, on ne pourra pas la passer à la charrue. Puis même ou au Roundup, entre guillemets. Au Roundup total, oui, c'est ça, oui. D'accord. Il faudra faire un sursemis ou un travail superficiel du sol, oui. D'accord, ok. Ouais, ou moins de 10%, oui. Sur moins de 10%, oui. De la surface en prairie. Ouais. Bah, nous, on fait rarement 10%, quoi. Enfin, on renouvelle un petit peu tous les ans, quoi. Donc, oui, c'est ça, oui. Donc, c'est pour ça que cette règle de l'éco-régime vous le permet de renouveler 10% chaque année sans être ennuyé. D'accord. Okay. Il y a une question, est-ce que les cipons et les légumineuses entrent dans les 4% de la CIE? Non, donc les 4% de IAE, ce sont bien… Oui, d'accord. Donc, les cipans sont considérés comme des dérobés, en fait, dans la mesure où elles respectent bien les règles d'implantation, les dates d'implantation et de destruction relatives au SIE. Quand on dit dérobé, ça peut être dérobé ou cipan, en effet. Et donc, sans recevoir de produits phytosanitaires pendant la durée d'implantation. Et 2 espèces pour pouvoir correspondre aux règles des SIE. Pascal, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose sur les cipans? Vas-y, bien sûr, Martine. Pour les SIE, les règles actuelles, c'est un mélange de 2 espèces. Oui. Pour les cipans de la directive nitrate, on n'est pas obligé de faire ces 2 mélanges. Donc, il y a quand même une petite différence auquel il faut faire attention en espérant qu'ils nous mettent les mêmes règles l'année prochaine. Ça peut aussi être un sous-semis dans la culture en place. Oui, ça peut être également un sous-semis dans la culture en place, précise Céline. Oui, merci pour cette précision, Martine. Bonjour Pascal, j'avais une petite question. Bonjour. Est-ce qu'avec le mail que vous allez nous envoyer avec le diaporama, ce serait possible de nous mettre un dossier Excel pour faire nos simulations? Ce sera plus facile que sur mes parcelles où comme je l'ai dit, est déjà figé. Ouais, on ne souhaite pas diffuser de fichiers Excel tant qu'on n'est pas sur la version définitive de la PAC, parce qu'on a trop peur que les gens le gardent et ne voient pas qu'il y ait des mises à jour qui vont être faites dans le cours des négociations avec Bruxelles. Et on a trop peur que quand vous faites votre déclaration PAC en 2023, vous vous basiez sur un fichier Excel qui est plus à jour et que vous fassiez du coup des erreurs sur votre éco-régime à cause de ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne diffuse pas de fichier Excel. On attend vraiment d'avoir la version définitive de… L'avantage de mes parcelles, c'est que comme c'est couplé à votre assolement, ça va se mettre à jour automatiquement dès que vous allez modifier vos simulations et l'outil va être mis à jour sans que vous n'ayez rien à faire. Par contre, le fichier Excel, une fois qu'il sera téléchargé, si vous ne pensez pas à le remettre à jour, on risque de vous faire des erreurs et on ne veut pas courir ce risque. Je peux juste rajouter une petite précision là-dessus. Donc, concernant le simulateur, il y en a un qui va sortir sur un outil qui s'appelle Mes certifications. Donc, on pourra l'utiliser même sans être abonné à Mes parcelles, mais il faudra passer par un conseiller de la chambre. Une question, est-ce qu'on se réfère au SNA ou au SIE pour les haies, les bosquets, etc. Alors, les SNA, c'est le dessin, en fait. La SIE, c'est le fait que vous déclariez que cette SNA est une SIE. Donc, c'est 2 choses différentes. C'est au moment de votre déclaration PAC, vous reprenez ou non les SNA pour déclarer que vous en faites des SIE, comme c'est le cas actuellement, en fait. Une question, est-ce que les cipans avec 4 ou 5 espèces dans les légumineuses est possible? Après, vous pouvez mettre autant d'espèces que vous voulez. Après, vis-à-vis de la directive nitrate, on ne peut pas mettre de légumineuses pures si on n'est pas en agriculture biologique. Et si vous voulez faire des épandages, on a une liste d'espèces à croissance rapide pour pouvoir y épandre. Mais si vous ne faites pas d'épandage, vous pouvez mettre toutes les espèces que vous voulez. Et ça rentre dans les dérobés et ça rentre dans la case dérobée. Alors, la différence entre une dérobée et une cipan, c'est que la dérobée, souvent, on la récolte ou on la fait pâturer. Et donc, une dérobée, on doit la mettre dans son plan prévisionnel de fumure, puisqu'on peut y mettre de l'azote minéral. Qu'une cipan, on n'a pas le droit d'y mettre de l'azote minéral. Mais voilà, si elle respecte les mêmes règles avec les 2 espèces, etc., elle peut éventuellement être considérée comme une SIE si on n'y apporte pas, on n'a pas non plus d'épandage de produits phytosanitaires. Et donc, ça ne rentre pas dans les fixatrices d'azote qui sont… Les fixatrices d'azote sont bien des cultures principales, mais la contrainte, c'est en effet de ne pas y apporter de produits phytosanitaires. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, on ne déclare pas les fixatrices d'azote en SIE parce que c'est trop contraignant vis-à-vis du fait de ne pas y apporter de produits phyto. Mais si on fait le choix délibéré de ne pas y apporter de produits phyto, on peut les considérer comme des SIE productives.
Il y a une question, est-ce que les bons tampons peuvent être récoltés? La déclaration. Donc là, encore une fois, c'est pas la PAC 2023 qui change ces règles actuellement. En tout cas, on n'a pas la connaissance de ce type de changement à l'heure actuelle. Donc, il faut attendre vraiment que les petites lignes soient rédigées pour avoir ce niveau de détail. Pour 2022, on ne change pas les règles qui courent déjà en 2022. Il y a des arrêtés départementaux différents. Oui, c'est ça. Donc, il faut se référer toujours pour l'instant aux arrêtés départementaux par rapport à la possibilité de récolter les bandes tampons, les jachères, les dates. Ça ne change pas. Avons-nous répondu à toutes les questions? Non, j'entends un micro qui s'ouvre. Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Est-ce qu'il est encore temps de rentrer dans son dossier PAC des parcelles qui aujourd'hui ne sont pas cultivées ou sont occupées pour des usages privés, les rentrer sur le dossier PAC pour en faire des jachères mellifères en vue d'être dans les clous en 2023? Pourquoi pas? Enfin, c'est pour 2023, ouais. Pour 2023, la question c'est de savoir est-ce qu'on les rentre en 2022 pour pouvoir les mettre en 2023, c'est ça? La question c'est est-ce que déjà on peut les rentrer ou comme elles n'y sont pas, il est trop tard? Est-ce qu'il faut mieux le faire en 2022 ou en 2023, sachant qu'elles sont déclarées par personne d'autre? Elles sont déclarées par personne. Vous pouvez toujours ajouter une parcelle sur votre déclaration PAC. Normalement, il est même conseillé de déclarer, enfin de dessiner toutes les parcelles qu'on cultive, sans exception. Elles ne sont pas cultivées, elles sont, je pense, à des pâtures qui sont données à des particuliers pour mettre des chevaux et qui sont hors exploitation. Ouais. Après, les pâtures, voilà, elles sont considérées comme prairies. Et après, elles vont rentrer sous le coup de non-retournement des prairies. Enfin, là, je vois pas trop comment c'est. Oui, elle les déclarer en jachère. Ouais. Attention quand même l'interprétation par l'administration. Est-ce qu'elles ont déjà été considérées comme prairies permanentes un jour à la PAC, même antérieurement? Depuis 2010, les DDTM, on les photographie. C'est ça, depuis 2010, les DDT font des croisements quand même sur les anciennes déclarations. Donc, il faut voir comment, à l'époque, elles ont été déjà enregistrées à la PAC, ces surfaces. Et donc, oui, juste une vigilance. Donc, les prairies temporaires et les jachères de plus de 5 ans, elles ont été basculées automatiquement en prairies permanentes. Donc, il faut à nouveau une demande d'autorisation, sauf si vous les avez codées en SIE. Et là, c'est des jachères J6S. Voilà. Mais les parcelles qui ne sont pas déclarées. Si c'est prairies depuis un certain temps, même si vous ne l'avez pas forcément déclaré à la PAC, apparemment, la DDT a une carte assez précise des prairies. Bon, on y regardera de manière précise. J'ai une petite question. Est-ce que les chicorées font partie des plantes sarclées ou des autres légumes? Les autres cultures. Dans les plantes sarclées, on n'a que les betteraves sucrières et les pommes de terre. Okay. Les autres cultures, endives, chicorées, sont dans les autres cultures. Ok, très bien. Merci. Oui. Avez-vous d'autres questions? Oui, voilà. Donc, vous avez les coordonnées mail qui ont été affichées tout à l'heure. Je vais les remettre. Vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ultérieures. Et encore une fois, toutes les informations. Donc, vous recevrez le PowerPoint pour tous ceux qui nous ont donné leur adresse mail pour s'inscrire à ce webinaire. Si vous avez reçu le lien direct et vous n'avez pas fait l'inscription, renvoyez à Céline Bustani votre adresse mail pour pouvoir recevoir le support. Et nous mettrons à jour régulièrement les informations en ligne. Et sur notre site internet, vous trouvez également une fiche pour détailler sur l'écorégimes, sur les aides couplées, animales, végétales. Enfin, vous avez 7 fiches en tout en ligne qui vous précisent bien les règles pour 2023 telles qu'on les connaît actuellement et que nous tenons à jour régulièrement. Donc, n'hésitez pas à les consulter, à les télécharger régulièrement pour en connaître. Voilà, bon, on vous remercie pour vos remerciements. Puis bon, je remercie toute l'équipe qui a œuvré également derrière cette présentation dont vous voyez les noms s'afficher à l'écran. Et on espère, le but de tout ça, c'est que vous puissiez optimiser vos aides et surtout que vous ne perdiez pas d'aides potentielles à partir de 2023. Donc, on espère que cet objectif sera atteint et on vous souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci à vous.